Bonjour, une vidéo aujourd'hui afin de comparer deux notions servant à estimer la force d'un séisme, les notions de magnitude et d'intensité. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'une d'entre elles, la magnitude qui s'exprime sur l'échelle de Richter. Pour l'illustrer, prenons un exemple en France. Le 11 novembre 2019, le plus important séisme que la France métropolitaine ait ressenti depuis des années frappe la zone de Montélimar, dans le sud-est de la France. Le séisme a été capté par la vidéosurveillance de cet appartement. Quelques secondes à peine, pour la secousse la plus forte ressentie en France métropolitaine depuis 16 ans. Même virulence soudaine dans ce commerce. La puissance du séisme paraît limitée, mais elle laisse derrière elle des fissures qui fragilisent les structures des maisons. Selon les autorités, environ 250 bâtiments seraient plus ou moins endommagés. Ce séisme, appelé le séisme du Teil, représenté en rouge sur la carte, est d'une magnitude de 5,4 sur une échelle de classification des séismes appelée échelle de Richter. La magnitude mesure l'énergie libérée par un séisme. Elle est donnée par l'échelle de Richter. Chaque niveau sur l'échelle de Richter correspond à une multiplication par 10 de l'énergie libérée lors du séisme. Ainsi, un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter sera 10 fois plus puissant qu'un séisme de magnitude 5. Un séisme de magnitude 7, 100 fois plus puissant qu'un séisme de magnitude 5, et ainsi de suite. Cette échelle est numérotée de 1 à 9, mais techniquement, il n'y a pas de limite maximale, et comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo, certains séismes ont dépassé le 9 sur l'échelle de Richter. Calculer l'énergie libérée est compliqué et il ne vous le sera pas demandé. Mais pour vous donner une idée de l'énergie libérée, comparons certains séismes à une libération d'énergie dont nous avons pu observer les effets. Le 6 août 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis utilisent la première bombe atomique de l'histoire sur la ville d'Hiroshima au Japon. Premier de 2 bombardements qui mèneront à la capitulation du Japon. À 8h16 du matin, après environ 43 secondes de chute libre, la bombe explose à 580 mètres du sol, en plein cœur de la ville, libérant une énergie équivalente à environ 15 000 tonnes de TNT. L'explosion tue instantanément des dizaines de milliers de personnes et détruit tout sur environ 12 km². Cette arme de destruction massive libère alors une énergie jamais observée. Mais que vaut-elle si on la compare à l'énergie libérée lors d'un tremblement de terre ? La magnitude est une représentation de l'énergie libérée lors d'un séisme. Il existe donc une relation entre la magnitude d'un séisme et l'énergie libérée lors du séisme. Ainsi, plus l'énergie libérée lors d'un séisme est importante, plus la magnitude sera importante. Si l'on place le séisme du Teil sur ce graphique, on peut voir que l'énergie est relativement faible comparée à celle du séisme de Kobe au Japon en 1995, qui fera plus de 6400 morts, du séisme de San Francisco aux États-Unis en 1906, qui a fait environ 3000 morts, ou celle du séisme de Valdivia au Chili en 1960, le plus grand séisme de l'histoire, avec une magnitude d'environ 9,5 sur l'échelle de Richter, qui sera accompagné d'un tsunami et fera environ 2000 victimes. Si l'on place la bombe d'Hiroshima sur ce graphique, on peut noter que les séismes de magnitude supérieure à 6 correspondent tous à un dégagement d'énergie supérieur à la bombe atomique. Ainsi, le séisme de Kobe correspond à plus de 30 bombes atomiques. Celui de San Francisco, plus de 800. Et celui de Valdivia correspond à un dégagement d'énergie plus de 200 000 fois plus important que celui de la bombe atomique.
Pourtant, comme vous l'avez peut-être noté, il n'y a pas de lien direct entre énergie libérée et nombre de victimes. En fait, il n'y a pas de lien direct entre la magnitude et les dégâts que fait un séisme. Pour illustrer cela, prenons 2 exemples. Le séisme de Barrow-in-Furness en Angleterre en 1865 et celui de Salta en Argentine en 2011. Si l'on regarde la magnitude de ces 2 séismes, on peut voir que le séisme de Salta est bien plus puissant que celui de Barrow-in-Furness. L'énergie libérée lors du séisme argentin est presque 100 000 fois plus importante que celle du séisme anglais. Et pourtant, le séisme de Salta n'a fait aucune victime, aucun dégât sur les bâtiments, tandis que celui de Barrow-in-Furness a fracturé le sol, transformé le sol en liquide sous l'effet des secousses et abîmé de nombreuses habitations qui ont dû être détruites car inhabitables, puis reconstruites. Ces exemples permettent de présenter une autre classification des séismes, non pas basée sur la mesure de l'énergie libérée comme la magnitude, mais basée sur les dégâts engendrés. C'est l'intensité qui s'exprime sur l'échelle de Mercalli. L'intensité n'est pas une mesure, mais une estimation de l'énergie libérée par un séisme à partir des dégâts observés et du ressenti de la population touchée. Elle dépend donc de la présence ou non de bâtiments dans la zone et de la façon dont chaque personne ressent les secousses du séisme. Un fort séisme pourra donc ne faire aucun dégât car il n'y a pas de bâtiment dans la zone et ou que les habitants dans la zone estiment que les secousses n'étaient pas fortes. L'intensité s'exprime avec des chiffres romains. Le séisme de Barrow-in-Furness a donc une intensité plus forte que celui de Salta, car il a fait plus de dégâts et a été ressenti plus fortement par la population. Et ce, malgré que le séisme de Salta était techniquement plus puissant que celui de Barrow-in-Furness. Et la raison pour cela provient de la profondeur du séisme. Un séisme puissant, mais qui a lieu très en profondeur, comme celui de Salta, fera peu de dégâts en surface, tandis qu'un séisme faible, mais proche de la surface, comme celui de Barrow-in-Furness, fera beaucoup de dégâts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre la distinction entre ces 2 notions et nous les reverrons ensemble en classe. À bientôt!